Après avoir offert l'affaire Delorme avec Grégoire Maby il y a déjà un certain temps, Michel Viau, cette fois-ci en collaboration avec le dessinateur Jocelyn Bonnier, nous amène et nous ramène en fait dans l'univers des faits divers, j'ai l'impression, et de l'histoire québécoise, de l'histoire criminelle québécoise, cette fois-ci avec une bande dessinée qui nous est offerte du côté de Glénat, ça s'appelle Blas, le chat sur un toit brûlant. Michel Viau, bonjour. Bonjour, je m'excuse, j'ai dit un gros mot, c'est parce que l'écran a gelé. Oh, Je pensais que ça avait raté. J'ai si dit tu oui. veux, si tu veux pour m'éviter un montage à 30 secondes, je vais reprendre. OK, je pensais que ça a gelé, fait que j'ai dit « Oh, merde! » Pas de OK, souci. on recommence. On plonge maintenant dans une bande dessinée qui s'appelle Blas, le chat sur un toit brûlant. C'est offert chez Glénat, scénarisé par Michel Viau, dessiné par Jocelyn Bonnier, et une bande dessinée qui s'inscrit dans la suite de l'affaire Delorme, qui avait été offerte du côté des libraires il y a un certain temps. C'était également chez Glénat. Ça nous amenait dans l'histoire criminelle du Québec. On était dans les années 1920 et au-delà. Et maintenant, avec Blas, eh bien, on revient dans l'histoire criminelle du Québec, mais cette fois-ci dans les années 60-70. Michel Viau, le scénariste de cette BD, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, peut-être d'emblée, en fait, Richard Blas, qu'est-ce qui a amené à l'idée, après l'affaire Delorme, de s'orienter vers cette figure du monde interlope, du monde criminel québécois? En fait, c'est en discutant avec l'éditeur, Christian Chevrier et Rebecca Lecourt, les deux personnes de Glénat Québec, on s'est dit, quel est le plus grand bandit québécois, le plus grand gangster québécois, celui qui vient à l'esprit? Et c'était Richard Blas. Pour moi, c'était tout de suite, immédiatement Richard Blas. C'était le gars dont on se souvient à cause de ses évasions spectaculaires, ses braquages de banque et tout ça. Donc, on a décidé de faire un album là, sur Richard Blas, tout simplement. Donc, je me suis informé à ce moment-là. Et j'imagine qu'au fur et à mesure qu'on s'informe autour du personnage, au-delà de l'idée de départ, on découvre peut-être d'emblée, en termes de caractérisation, qu'il y a des éléments qui font que Blas est un bon personnage de bande dessinée. Oui, oui. Comme je disais tantôt, il a fait des évasions spectaculaires, il narguait la police, il faisait les médias. Je me souviens quand j'étais petit, parce que j'ai connu là, la période Blas, je me souviens de la célèbre photo en pleine page du Journal de Montréal où c'était Richard Blas avec ses outils de travail, où on le voyait assis sur un divan avec un pistolet et une carabine. Ça frappait. Là. Le gars il était en cavale depuis 2 mois. Tous les policiers du Québec le pourchassaient et il envoie cette photo-là au Journal de Montréal. Voici Richard Blas avec ses outils de travail. Fait que c'était spectaculaire. C'était un type qui était flamboyant, qui aimait les médias, qui aimait se retrouver dans les journaux. D'ailleurs, c'est dans les choses que j'ai découvertes. Il aimait ça. En fait, quand il était jeune, il collectionnait les articles de bandits. Il y avait des scrapbooks qui traînaient toute sa vie, des scrapbooks avec des articles sur Bonnie and Clyde, sur Dillinger, tous les bandits là, qui défrayaient la manchette, Capone, etc. Fait que lui, il se faisait des scrapbooks avec ça. Et là, c'était maintenant lui qui était dans les articles. Et donc, c'était comme le summum pour lui. Et j'imagine pour le scénariste, entre autres, ça devient une source primaire assez importante, assez utile, parce que là, subitement, il y a beaucoup de journaux, de médias qui en parlent, même si on est dans un contexte où Blas, en lui-même, n'a jamais donné d'entrevue, par exemple, à un média. Là. Effectivement, on n'a jamais la version de Blas sur les faits. Tout ce qu'on en a, c'est ce que la police a pu raconter, ce que les journalistes ont pu raconter. Aussi, je me suis fié sur un livre écrit par son avocat, maître Frank Chauffy, qui a raconté ses relations avec Blas, qui parle des crimes que Blas aurait peut-être commis. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, Blas n'a été accusé et condamné que pour des braquages de banque, jamais pour un meurtre, alors qu'on le soupçonne. On lui attribue une vingtaine de meurtres en tout. Légalement, il n'a jamais été condamné pour aucun meurtre. C'est seulement que des braquages. Donc, les sources venaient d'un peu partout, mais pas de Blas lui-même. Alors, donc, j'ai dû combiner tout ça pour créer une histoire. Et on voit, justement, comme je disais, que le fait qu'il n'ait jamais été condamné pour des meurtres, on ne le savait pas nécessairement. T'sais, Blas avait, tout le long de ses cavales, de sa carrière, tout ça avait une image quand même sympathique. C'était le braqueur de banque, le petit Canadien français qui tenait tête à la mafia, qui braquait des banques, qui s'évadait de prison, on ne pouvait pas le garder, tout ça.
Et donc, il y avait une certaine sympathie pour le personnage. Je me souviens, quand j'ai dit à ma sœur qui travaillait dans le réseau bancaire, quand j'ai dit à ma sœur que je faisais un livre sur Blas, elle m'a dit: Ah, il y a une de mes amies qui s'est déjà fait braquer par lui. Puis elle dit que c'était pratiquement comique. Là. Quand il arrivait dans la banque, les gens levaient les mains en l'air et leur disaient: Là, baissez vos mains, là, on n'est pas dans un film de cow-boy. Fait que les gens rigolaient quasiment. Là. C'était. Fait que ça, je l'ai rajouté dans le livre. J'ai changé la séquence d'ouverture du bouquin pour ajouter cette réplique-là. Parce que je trouvais que ça faisait vrai, puisque c'était un témoin visuel qui le rapportait. Et ça rajoutait aussi un côté là, qui pouvait montrer que Blas n'était pas pris vraiment au sérieux par les gens. C'est-à-dire que oui, c'était un braqueur, mais on ne le voyait pas comme un gros méchant, là, un bandit, un assassin, un psychopathe. Parce qu'en fait, c'est ça qui s'est révélé être avec le temps. Là. Oui, donc ça devient un personnage qui a un bel équilibre à explorer, dans le fond, parce qu'il y a ce côté sympathique-là. Bon, à une époque où on se découvrait aussi une conscience un peu plus nationaliste, Ouais. donc d'avoir notre criminel à nous. On avait notre bandit, oui. Et puis, et c'était aussi une époque où les anti-héros étaient populaires. Je pense aux films qui sortaient dans ces temps-là, Luc la main froide, Golden Luke avec Paul Newman, ou qui faisait un bagnard qui n'arrêtait pas de s'évader, Bonnie and Clyde, qui sont sortis aussi dans ces années-là. Donc, c'était une époque où les anti-héros étaient très populaires, où on remettait en question l'ordre établi, et Blas représentait un peu ça, dans le fond, du côté criminel, mais il représentait une remise en question de l'ordre établi. Ça allait dans la Révolution tranquille, dans le fond. Pour les gens, là, ça rentrait dans cette logique-là. On conteste, on manifeste et on se rebelle. Fait que Blas pouvait donner l'image du rebelle, du bad boy au début, le bad boy sympathique, mais c'est avéré finalement que plus ça allait et plus il dérapait, là. Oui, et ça devient un peu, ça devient un beau fil rouge, si on peut dire, à exploiter aussi au fur et à mesure de la BD, au fur et à mesure des évasions, où à un moment donné, on sent, et peut-être un peu de part aussi, la façon dont le système criminel est organisé à l'époque. Tu disais, il a juste été arrêté pour des braquages, à un moment donné, un braquage, deux braquages, ça finit par offrir une peine pas mal à perpétuité. Donc, on rendait cette personne-là qui avait déjà un déséquilibre, on la mettait dans une situation où de plus en plus, elle n'avait rien à perdre, finalement. Exactement, exactement. Blas n'avait plus d'espoir à la fin, là, parce qu'on pouvait étiqueter un criminel d'habitude. On lui donnait cette étiquette-là, et ça voulait dire, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui repris de justice. C'est ça voulait dire qu'on l'enfermait, peu importe la peine peut être de 10 ans, mais si on jugeait qu'il n'était pas apte à sortir, on le laissait là. Fait que dans les faits, ça voulait dire que si tu avais l'étiquette de criminel d'habitude, tu allais en prison pour le restant de tes jours. Fait que Blas avait cette menace-là. On le menaçait de lui mettre cette étiquette-là. Il y avait eu un deal avec un juge, comme quoi il plaidait coupable pour les braquages, puis on ne l'accusait pas de ça, de criminel d'habitude. Mais le juge est mort 3 mois après le deal, puis les policiers sont revenus à la charge pour lui mettre cette étiquette-là. Et là, Blas n'avait plus rien à perdre parce qu'il savait là, qu'il était fait. Là. Il ne sortirait plus jamais de prison. Ce n'était pas une affaire de 10 ans comme il était supposé. C'était la perpétuité. Fait qu'il n'y avait plus rien à perdre. Fait que, il était aux abois. Et du côté de l'histoire, ça veut dire que la dernière évasion a été suivie d'une montée, d'un paroxysme, si on peut dire, de violence, même si la violence était déjà bien présente là, ailleurs dans le récit. J'ai l'impression qu'on prépare, on sent ce moment-là venir et on sent qu'il y a la capacité d'aller loin dans cette violence-là aussi. C'est ça, oui. Je me suis servi de ça. J'ai essayé de, comme je disais un peu plus tôt, il n'y a pas d'entrevue de Blas. Fait que j'ai essayé de construire à partir des événements, d'essayer de faire une progression dans sa psychologie, de le montrer au début. Tu es quand même tout le temps en train de s'amuser à faire ses coups et de montrer le désespoir et finalement le paroxysme final là, où il est complètement aux abois, il n'y a plus rien à perdre. Là. Fait que, donc, c'est à partir, c'est ça, c'est ce qui a été la difficulté, c'était de prendre les faits qu'on pouvait suivre dans les journaux et d'essayer de construire un récit avec le personnage, de construire une psychologie du personnage à partir de ces faits-là. Et j'imagine que pour valider un peu ça, dans le fond, tu arrives, tu montes un peu cette chronologie-là, tu essaies de voir un peu de quelle manière ça peut s'insérer, et après ça, on va confronter ça, parce que je voyais te jaser avec des Claude Poirier, avec des Bernard Tétrault d'Allopolis, donc avec des gens qui ont suivi, qui l'ont rencontré, qui lui ont parlé, donc ça permet de valider peut-être un peu si ton instinct était bon.
Et oui, exactement, exactement. Bernard m'a beaucoup conseillé. Lui, il avait rencontré Blas. Fait que donc, j'ai jasé avec lui avant même de commencer à écrire le récit. Fait qu'il me présentait un peu le personnage, qu'est-ce qu'il était. Et puis, tout au long de l'histoire, on lui envoyait les pages au fur et à mesure, puis il validait là, si c'était crédible, si ça allait avec le personnage. Puis, c'est ça. On a eu aussi Claude Poirier qui nous a fait une préface, là. Donc, ça permet d'asseoir un peu, de s'assurer justement que tu n'assumes pas trop de choses. C'est Donc, ça. on va les valider. Là, C'est ça. Je ne voulais pas faire une fiction à partir de Blas. J'essayais de relater le plus fidèlement possible les faits et en même temps de construire une histoire avec ces faits-là. Il y a des choses que j'ai laissées tomber. D'autres crimes. Bon, il y en a plusieurs. J'ai laissé tomber sa jeunesse de délinquant, tout ça. J'ai laissé ça de côté. On fait juste l'évoquer à un moment donné dans une discussion avec son avocat, qu'il y a eu plusieurs petits crimes avant les braquages, tout ça. Mais donc, j'essayais là, le mieux possible de construire une histoire vraie de Richard Blas. Et tout ça dans un contexte, en fait, je pense qu'on a parlé un peu du personnage, dans le contexte dans lequel il se place aussi, mais également le livre nous rappelle que dans les années 60-70, alors qu'on parlait d'effervescence culturelle, on mentionnait tantôt la Révolution tranquille, c'était l'année de l'Expo, ces choses-là, donc on a une image peut-être un peu romantique du Montréal de l'époque, mais finalement on découvre aussi que c'était une ville très violente et à la limite, en fait, je pense que c'est la deuxième plus violente, plus criminalisée après New York, là, en Amérique du Nord. C'est ça, exactement. Oui, oui. Il y avait plein de meurtres à cette époque-là. C'est qu'il y avait plusieurs gangs qui se partageaient le territoire montréalais. Blas, lui, c'était ce qu'on appelle la gang du Nord, qui était à Rosemont. Il y avait la gang de l'Est, qui était aussi des francophones. Il y avait la gang du Centre, qui étaient les Italiens. À ce moment-là, on ne parlait pas encore de mafia. Le terme mafia a été popularisé par le parrain de Coppola qui est sorti au début des années 70. Fait que dans les années 60, on disait juste que c'était la bande du Centre, c'était les Italiens. Il y avait les Anglais qui étaient dans l'Ouest, tout ça. Fait que, donc, il y avait ces différentes bandes-là qui se faisaient concurrence, qui se braquaient entre elles, qui s'attaquaient, qui se tuaient, qui essayaient de s'accaparer le territoire. Fait qu'il y avait beaucoup de règlements de compte, des chefs de bande qui étaient retrouvés dans leurs valises d'auto, tout ça, là, c'était courant. Et il y avait énormément de braquages de commerce. Parce qu'à l'époque, il ne faut pas oublier que les cartes de crédit commençaient. C'était pas encore très répandu. Il n'y avait pas de carte de guichet. Il n'y avait pas de système d'alarme électronique, tout ça. Et de l'argent, donc, il y en avait partout et était facile à voler. Il y en avait. Fait que donc, quand on parle de braquage, ce n'était pas seulement que des banques, là, c'était aussi les dépanneurs, les stations-service, les bijouteries, les boucheries, les bars. Il y avait des vols partout, parce qu'il y avait de l'argent partout. Fait que quand on parle que, bon, il y avait des braquages, c'était pas tout le temps des fortunes, des 200 000 $, ça pouvait être un 500 $ là, qui était volé. Mais il y avait constamment, il y en avait entre 5 et 12 par jour à Montréal, des braquages. Vous lisez les journaux de cette époque-là, là, c'était, oh boy, ce n'est que ça, braquage et règlement de compte. Ça se tirait à qui mieux mieux. Et les policiers n'étaient pas en reste dans l'histoire. J'ai mis une séquence. J'ai tenu à la mettre pour montrer aussi la violence des policiers. À un moment donné, il y a un tueur de la mafia qui abat quelqu'un et le tueur est surpris par la police. Il fuit, il se cache dans les toilettes d'une station-service et les policiers n'ont pas négocié avec lui pour lui dire de sortir de là. Ils n'ont pas parlementé. Le gars était coincé, il était dans les toilettes. Ils ont carrément tiré à la mitraillette à travers la porte là, pour le faire sortir. Le gars a perdu ses doigts parce qu'il tenait la poignée de porte. Mais il n'y a pas eu de négociation, là. Il est enfermé là, OK, boum, mitraillette, tu vas sortir. C'était comme ça, là. C'était excessivement violent. On ne voit pas aujourd'hui les policiers se promener avec des mitraillettes dans leur autopatrouille, mais dans ce temps-là, c'était un peu plus courant. C'est assez spécial. Et donc, ça fait beaucoup d'éléments, j'ai l'impression, à mettre en place parce que rapidement, il faut que tu casses des images. Donc, autant sur l'image qu'on a de Montréal de l'époque et autant, dans une autre mesure, on le disait tantôt, sur l'image de Blas qu'on pourrait avoir, qui n'est pas non plus un bandit romantique, sympathique, façon Bonnie and Clyde, mais qui est justement un bandit assez bulldozer, dans le fond, qui va juste détruire tout sur son passage. C'est pas non plus un génie du crime. Donc,
on casse des mythes un peu à travers cette Oui, BD. oui. Oui, parce que tu mentionnais Bonnie and Clyde. Ça, c'est le point de vue du réalisateur, Arthur Penn, qui a décidé d'en faire des héros romantiques. Je ne suis pas sûr que les victimes de l'époque les trouvaient aussi romantiques que ça. J'aurais pu faire ça avec Blas. J'aurais pu atténuer ses côtés sombres puis montrer juste la victime de la société puis du système carcéral et tout ça. J'ai essayé d'être le plus neutre possible. De montrer la progression du personnage, mais de façon neutre. Voici les faits, voici ce qu'il a fait. Parce que finalement, c'est pas. La perception que je pouvais avoir de lui au début, c'était peut-être un peu ça. Un personnage, un bandit un peu romantique, là, braqueur de banque et tout ça, qui a été abattu par la police. Mais en faisant les recherches, j'ai bien vu là, que c'était pas du tout un personnage romantique. Là. Pas du tout, loin de là. Et j'imagine qu'en partant de ces éléments-là, donc là, on a un cadre, puis je mentionnais tantôt l'affaire de l'Orme, parce que, bon, évidemment, c'est pas la première BD que tu fais, et soit la dernière, qui s'intéresse un peu aux faits divers, à l'histoire criminelle québécoise. L'affaire de l'Orme, on était vraiment dans un rythme plus délibéré, c'était l'enquête policière qui menait un peu la donne, et donc tout prenait un peu la couleur de cette enquête-là. Dans Blas, c'est pas l'enquêteur, le héros, c'est le criminel. Et donc, j'ai l'impression qu'on se retrouve un peu plus dans un rythme où on est plus dans un film d'action. Dans quelque chose, ça déboule, ça bouge beaucoup, ça tire beaucoup. Donc, c'est de trouver un peu, j'imagine, le bon type de récit pour le bon fait historique ou pour la bonne perspective qu'on va vouloir y amener. Oui, et aussi, ben, ça l'a motivé aussi le choix du dessinateur. Jocelyn avait déjà fait, je ne sais pas si tu te souviens, la série L'Oslo, qui était parue dans la collection Rotar, qui était une espèce de justicier masqué, un peu dans le style comic book, là, avec beaucoup d'action. Fait que donc, je trouvais que ce récit-là allait bien avec son style de dessin. C'est ce qu'on voulait. On voulait donner une espèce de côté comic book des années 70 pour aller avec l'époque. Parce que là, on était carrément dans l'action. Il n'y a pas d'enquête. On le sait que c'est Blas qui a fait les crimes. Là. On le sait tout de suite dès le début. Fait que, il n'y a pas d'enquête, c'est juste on suit un criminel, on suit le parcours d'un criminel avec tous les crimes qu'il a commis, les évasions qu'il a commis. Fait que, donc, on voulait un récit dynamique dans le style des comics un peu des années 70. Et c'est pour ça qu'on a choisi Jocelyn, qui avait un dessin qui correspondait bien là, à ce type de récit. Fait que, puis c'est aussi la couverture, le choix des couleurs sur la couverture. On a donné une espèce d'aspect vieilli, un peu sale là, au papier. Là. Imaginez-vous pas si vous allez en librairie que votre livre est abîmé et sale. C'est imprimé comme ça. La couverture est comme un peu usée là, pour donner un aspect vieillot, comme si c'était un vieux livre. Oui, ben en fait, ça nous met dans l'ambiance d'entrée de jeu, en fait. On a l'impression que ce livre-là aurait pu, entre guillemets, être publié à l'époque. On a déjà un aspect esthétique qui est très fort et on sent qu'on est ailleurs, même aussi en termes de ton, en termes de style. Et j'imagine que dans cette logique-là aussi, ça ne va pas être évident de faire l'équilibre entre la partie recherche historique, la véracité des décors, mais en même temps de ne pas sacrifier l'aspect action, l'aspect parcours. Donc, il y a quand même, je veux dire, beaucoup d'ingrédients qui, naturellement, on ne dit pas, bon, OK, ça va ensemble, ça se cadre bien. C'est le travail de scénariste, c'est de prendre ça, de prendre les éléments, les faits, et de les imaginer en scène d'action, tout simplement, avec des temps un peu plus calmes entre deux périodes d'action pour expliquer un peu le contexte. Et c'est de trouver la façon d'expliquer ce contexte-là d'une façon fluide. Ça peut être des conversations entre deux personnages. Je l'avais fait aussi dans l'affaire de l'Orme, en créant deux personnages fictifs, le journaliste et la journaliste et le policier, le policier expliquait à la journaliste comment le procès allait se dérouler et tout ça. C'est une façon de donner de l'information puis de rendre ça vivant, donc de le rendre par des discussions. Fait que dans ce cas-là, c'est les flics, à un moment donné, qui réagissent à un nouveau crime puis qui expliquent dans le fond au lecteur que la ville est partagée en différents gangs qui luttent les uns contre les autres, qui essaient de s'accaparer du territoire. Donc, c'est d'essayer de placer l'information historique d'une façon fluide dans des dialogues. Ça, c'est tout simplement le travail du scénariste. Là, il faut que j'imagine chaque scène. Je prends chaque scène séparément et j'essaie de voir qu'est-ce que je dois passer comme information, à quel moment je dois la passer pour que le reste soit compréhensible facilement pour le lecteur. Oui, puis j'imagine de savoir, en fait, mettons, OK, on arrive à telle séquence, ben là, le lecteur doit savoir ça, ça, ça. Est-ce qu'il y a toute l'information dont il a besoin? Sinon, ben, comment revenir en arrière puis exact. s'assurer que ça est là?
C'est ça, c'est en plein ça. C'est un peu un casse-tête là, pour être sûr que, pour ne pas arriver puis arrêter le récit puis expliquer, voici là, ce qui va arriver. Donc, il faut que l'information ait été diffusée avant pour que le lecteur puisse apprécier la scène sans qu'on aille à y expliquer, voilà, il va se passer ça. Donc, c'est le travail de scénariste. C'est tout simplement, c'est mon boulot, quoi. Puis en termes de travail avec Jocelyn Bonnier, de ce que j'en ai compris dans différentes entrevues que tu as données, donc c'était vraiment un travail conjoint ou même parallèle dans la mesure où la scénarisation se faisait en parallèle du dessin, où on était un peu dans une logique d'inspiration croisée presque. Là. Tout le temps, toujours. Je travaille toujours comme ça avec les dessinateurs. J'aime ça parce que ça me nourrit pour le scénario. Fait que je le sais, dans tous les cas, je sais où je m'en vais. Je connais mon histoire. Je sais, je pars de là, je vais aller là, il va arriver ça, les différentes étapes, mais je n'ai pas les détails. Et c'est au fur et à mesure. J'ai tout le temps une dizaine de pages d'avance sur le dessinateur, ce qui me permet quand même de revenir un peu en arrière selon ce qu'il va me fournir. Mais c'est tout le temps une collaboration très étroite. Et je révise les dialogues jusqu'à la toute fin. Je ne donne pas le scénario en disant, bon, OK, voici, là, j'ai fait ma part, fais la tienne. Jusqu'à la toute fin, quand tout est dessiné, je repasse toutes les pages et je vais recorriger les dialogues, ajouter parfois une phrase pour être sûr que ça coule bien, tout ça. Comme je disais tantôt, là, pour que l'information soit bien là, je vais faire ajouter une bulle ou quelque chose, mais tout est révisé jusqu'à la toute fin. Je retravaille le scénario. Ben, les dialogues à ce moment-là, c'est plus le scénario, c'est les dialogues. Fait que c'est une collaboration perpétuelle là, du début à la fin. Oui, puis qui permet, dans le fond, des fois aux éléments qui sont amenés par le dessin, de prendre un peu plus de place ou que finalement, OK, il y a telle piste, tu as mis le doigt sur quelque chose, bien OK, on peut l'intégrer, on peut l'utiliser, on n'est pas campé dans quelque chose d'immuable, si on peut dire, ou quelque chose qui est trop avancé pour être capable d'être adapté, d'être ajusté. Exactement. Ben, je pense à McGuffin et Alan Smithy. Il y a un personnage, le personnage de Morissette, qui est la troisième roue du vélo, si je peux dire, qui n'était pas prévu du tout dans l'histoire. À l'origine, il n'était pas du tout prévu. Il devait être là juste pour une séquence, une scène au début où il expliquait les détails de la mission aux deux agents. Et finalement, j'ai décidé de l'incorporer dans le récit plutôt que d'avoir un des personnages qui parle tout seul, comme on voit souvent dans les BD. Je me suis dit, tiens, le faire parler avec l'autre, il va le traîner. Et le personnage s'est imposé, il est resté. Finalement, il est toujours là. Mais il n'était pas du tout prévu là, dans l'histoire, mais c'est en le voyant dans les pages que Ghislain avait dessinées, Ghislain Duguay, en le voyant dans les pages, j'ai décidé de l'intégrer à l'histoire. Donc, c'est vraiment pas là, du travail à la chaîne où moi je fais ma part, toi tu fais ta part, puis on se parle pas. C'est une collaboration toujours. J'aime mieux ça comme ça. Moi, je trouve que c'est une bonne façon. Puis en même temps, ça permet au dessinateur de s'impliquer, qu'il peut me suggérer des choses. Il peut me dire, écoute, là, j'aurais besoin d'une page de plus pour raconter ça, ou cette séquence-là est inutile. Là, ça a été dit plus tôt. Tu sais, le dessin l'a montré, tu n'as pas besoin de cette page-là. Fait que donc, j'ajuste mon scénario en conséquence. Fait que, donc, c'est un échange là, entre les deux. C'est vraiment une collaboration entre les scénarios et dessins. Et tout ça dans une perspective, puis tu mentionnes Alan Smithy et McGuffin aussi, Michel, où j'ai l'impression que d'album en album, avec L'Affaire de l'Orme, avec McGuffin, Alan Smithy, maintenant avec Blas et avec le prochain qui s'en vient aussi, puisque du côté de Glénat, il y a un peu une trilogie qui semble se préparer. Donc, on dit, dans le fond, l'histoire québécoise, soit comme décor d'arrière-plan dans des récits pour McGuffin, Alan Smithy, soit comme outil de développement d'histoire à travers ces nouvelles, ces actualités, comme dans L'Affaire de l'Orme, comme dans Blas, mais il y a un potentiel. Et j'ai l'impression que tu nous montres un peu aussi ce potentiel-là sous-exploité, à tout le moins à travers le médium de la bande dessinée. Là. Il y a peu de livres, peut-être je pense à L'Espion de trop de Voreau, mais sinon, on les compte pratiquement sur le doigt d'une main, là, surtout si on exclut les tiens. Oui, exactement. Oui. J'ai toujours trouvé que l'histoire québécoise récente ou ancienne était sous-exploitée dans la bande dessinée québécoise. Il y a plein de sujets, c'est plein. C'est effrayant comme il y en a plein. Et je trouve ça dommage que les auteurs s'investissent pas plus que ça
dans cette histoire-là. Tu mentionnais L'espion de trop, mais il y a aussi La femme aux cartes postales. Oui. Il y a les albums de Michel Rebegliati aussi qui parlent de l'histoire plus moderne québécoise, plus contemporaine. Mais c'est plein de sujets, de petits faits divers qui peuvent être montés, qui peuvent devenir des sujets intéressants. Il y a un sujet que je voulais monter avec Glénat, là, on est encore en cours de négociation, c'était la guerre de sécession aux États-Unis. Il y avait plein d'espions sudistes à Montréal. C'était un nid d'espions à Montréal. À cette époque-là, en 1864, là, il y a les espions sudistes, parce que bon, le Canada était neutre, mais le Canada n'existait pas encore à l'époque. Là. C'est justement la Confédération est issue de la guerre de sécession américaine, ça pour se défendre. Mais c'était plein d'espions qui étaient à Montréal. Et il y a même eu des raids qui sont partis du Québec pour attaquer des villes du nord des États-Unis. Le raid de Saint-Alban, qui est sur le lac Champlain, c'est l'acte de guerre, de la guerre de sécession, le plus au nord qu'il y a eu, mais les bandits sont partis de Montréal pour aller attaquer. Donc, il y a plein de sujets comme ça, c'est plein. Il suffit de se pencher, d'ouvrir un livre. Mais c'est ça. C'est dommage. C'est dommage qu'on n'ait pas... tu sais, il n'y a pas de... Il n'y a pas de BD qui se passe à Montréal en 1880. Tu sais, il n'y a pas ça. Pourtant, il y a des sujets. Oui, non, il y a des sujets, puis il y a des séquences. Puis si on revient à Blas, par exemple, je pense que c'est une des évasions, je pense que c'est la dernière. Je veux dire, ça pourrait être arrangé avec le gars des vues. Je veux dire, ça serait pas ancré dans l'histoire. Je te dirais, OK, t'as inventé, puis c'est rocambolesque, c'est pas réaliste. Là, ça juste carrément pas d'allure. Moi, je me suis dit, en le faisant, les gens ne me croiront pas. Ils vont dire, ben, c'est ça, que c'est tellement nigo, là, que vous avez l'ancienne maîtresse de Mérine, qui se présente à la prison pour voir, c'est Jean-Paul Mercier. Elle se présente là sous un faux nom, avec des pistolets dans sa sacoche. Il n'y a personne qui a vérifié son identité, il n'y a personne qui a fouillé son sac. C'est incroyable. Tu te dis, voyons, c'est quoi ce système carcéral-là? Puis en même temps, on persécutait les détenus, mais tu avais du laxisme de l'autre côté. C'est délirant. Je dis, les gens ne croiront pas, mais c'est effectivement ça. La fille est venue avec des pistolets dans sa sacoche, elle les a donnés à Mercier qui s'est évadé. C'est comme ça. C'est fou de même. Et donc, en fait, on découvre ce pan-là avec l'histoire de Blas et on le disait, il y a un troisième livre aussi qui va s'en venir où tu retournes travailler avec Grégoire Maby pour un autre fait. Oui, puis aussi avec Jocelyn. En fait, j'en ai deux pour le moment. Grégoire est occupé sur un autre projet. Mais j'ai d'autres projets là, d'histoire criminelle. Il y a entre autres une histoire qui se passe à Québec, le meurtre de Blanche Garneau, qui m'intéresse beaucoup. On en a parlé beaucoup dans les journaux cette année parce que c'était le 100e anniversaire de l'événement tragique. Là. Il y a aussi l'affaire Coffin, qui a fait couler beaucoup d'encre. Donc, je parlais aussi des espions confédérés à Montréal, qui est un autre sujet intéressant aussi. Donc, oui, j'en ai plusieurs là, en banque. Puis, j'ai aussi McGuffin qui continue à progresser. Alors, tu continues à te faire un travail d'archive aussi et de scénariste assez intense. Oui, c'est ça. Oui, je me suis embarqué dans quelque chose, dans le fond, où je passe mon temps à lire beaucoup sur l'histoire du Québec. Là, c'est ça. Là, actuellement, je lis sur Blanche Garneau, puis je lis aussi sur d'Iberville, qui est un autre personnage très intéressant. Un sujet amène un autre autour des bas de Pandore. Non. Disons que c'est quand même assez long à faire, un scénario de ce type-là. C'est pas je m'assois puis je vais écrire une histoire de cowboy. Il y a beaucoup de recherches. On dit souvent que le scénariste écrit son scénario en 3 mois puis que le dessinateur en a pour 1 an à dessiner. Mais ça me prend peut-être 3 mois à écrire, mais j'ai peut-être 1 an de recherche avant aussi. Là. C'est pratiquement aussi long pour moi faire un scénario que pour le dessinateur à le dessiner. Oui, puis j'imagine recherche factuelle, puis aussi recherche visuelle, savoir un peu Montréal exact. De telle époque, il y avait l'air de quoi, la prison, ça avait l'air de quoi, c'était comment, c'était beaucoup d'éléments à valider. Là. Pour imaginer l'histoire, j'ai besoin de voir les lieux. Fait que je passe beaucoup de temps à chercher justement les rues, les bâtiments, de quoi ça avait l'air, pour que je puisse imaginer comment les personnages se déplacent dedans.
Puis ça, cette recherche-là sert finalement au dessinateur parce que je le refourgue tout au fur et à mesure. Je dis, tiens, voici, tel bâtiment, c'est de ça qu'il a l'air. Le palais de justice, c'était ça. Donc, oui, j'ai besoin de le visualiser. Pour imaginer la scène, j'ai besoin de voir de quoi ça avait l'air. Donc, il y a beaucoup de recherches, autant visuelles que factuelles, en amont de la rédaction du scénario. Et on découvre évidemment le travail, le résultat dans l'ouvrage final et l'ouvrage, mais dans le cas qui nous concerne, Blas, donc qui est disponible chez Libraire depuis déjà quelques mois. Donc, ça s'appelle Blas. C'est sous-titré, dans le fond, puisqu'il y a eu une multitude d'évasions. Le chat sur un toit brûlant. C'est donc dessiné par Jocelyn Bonnier, scénarisé par Michel Viaud. Merci beaucoup. Merci.